Et l'on termine cette émission avec le docteur Luc Perrineau. Vous êtes médecin, diplômé de médecine tropicale et d'épidémiologie, un mot qu'on a appris à prononcer ces derniers temps, et moi-même je continue de bredouiller en le disant. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Patient Zéro. C'est un livre qui est paru à la découverte en mars, juste avant le confinement, et malheureusement passé inaperçu, de moi en tout cas, alors qu'il est très intéressant. Alors rappelez-nous d'abord, Luc Perrineau, ce qu'est un patient zéro. Alors le terme patient zéro a été créé au moment de l'épidémie de sida dans les années 1980, 81 exactement, parce qu'on a découvert un patient qui à lui seul est supposé avoir contaminé pratiquement un tiers ou un quart des Américains pendant les 2 premières années du sida. En fait, ce terme a été repris, mais il n'est pas d'origine médicale vraiment. Les médecins, quand ils parlaient en cas d'une épidémie, les médecins parlaient de cas index. On disait le cas index, c'était la première personne qui était supposée avoir contracté la maladie. On utilisait aussi ce terme de cas index pour la découverte d'une maladie orpheline ou d'une maladie génétique. Et puis le terme de patient zéro a dû plaire aux médecins, puisque je pense que c'est un journaliste qui l'a utilisé la première fois, et les médecins l'ont repris, ce terme, mais uniquement pour les maladies infectieuses. Dans le cas des maladies... Pardon. Oui, non, c'est moi, pardon de vous couper, mais il se trouve que, je l'ai dit, votre livre est paru juste avant, il a été écrit avant la pandémie de Covid-19. Est-ce que la question se pose aujourd'hui, est-ce qu'on cherche le patient zéro du Covid-19 ? Évidemment, on cherche toujours le patient zéro de toutes les maladies infectieuses depuis qu'elles existent. On a toujours cherché à savoir d'où était partie et comment était partie l'épidémie. Au moment de la peste, on cherchait quel était le bateau qui l'avait ramené d'Inde ou du Moyen-Orient. Donc on a toujours cherché à connaître la dynamique des épidémies. Mais évidemment, maintenant, avec nos moyens technologiques de plus en plus précis, et notamment avec la recherche génétique, on arrive à remonter, à tracer le virus, à tracer la bactérie, à tracer la première personne qui a été porteuse de cette virus ou de cette bactérie grâce à nos analyses. En fait, la technologie a permis d'aller tout simplement plus loin. Donc on recherche. Alors dans le cas présent, c'est très intéressant de retrouver le patient zéro, dans le cas du Covid, donc puisqu'il y a beaucoup de questions du Covid en ce moment, en trouvant quelle a été la mutation qui a permis de passer de ce qu'on appelle, de franchir la barrière d'espèce qu'on appelle, c'est-à-dire qui a permis à un virus de passer d'un hôte animal à un hôte humain. Et là, cette mutation, au moment où je vous parle, on ne l'a pas encore trouvée. Par contre, on a à peu près identifié les premiers patients atteints dans la région de Chine. Alors, effectivement, quand on cherche le patient zéro, on peut se tromper. Vous faisiez allusion à celui qu'on a considéré pendant plus de 30 ans comme le patient zéro de l'épidémie de sida. On va le voir apparaître dernièrement. Il s'agit de Gaëtan Dugas, un célèbre... enfin, il est devenu célèbre, le pauvre. Il était steward sur Air Canada, il était homosexuel, il était très beau, comme on le voit sur cette photo. Et sur les 250 premiers cas de sida répertoriés aux États-Unis, un tiers, paraît-il, avait été contaminé par lui. Donc on l'a considéré pendant longtemps comme celui qui avait le super infecteur, en fait, le super propagateur. Mais aujourd'hui, on se dit qu'il y a très peu de chances qu'il ait été le patient zéro. Il y avait forcément eu des gens, il y avait certainement eu des gens avant. Entre autres, on a analyser des gens qui étaient morts depuis plus longtemps et on s'est aperçu qu'ils étaient peut-être porteurs du sida. Donc on peut se tromper et auquel cas, alors ça a fait beaucoup de tort à ce jeune homme mais qui malheureusement était mort de toute façon, mais à part ça, ça ne change rien. Que ce soit lui le patient zéro ou un autre, en ce qui concerne l'épidémie, ça ne change pas grand-chose, j'imagine. Ça ne change rien. Non seulement, il ne faut pas dire qu'on s'est trompé, il a été considéré provisoirement pour l'épidémie locale nord-américaine. Il est certain qu'on a très vite compris que l'épidémie était venue d'autres pays, et à force de remonter, le patient zéro, par définition, il remonte toujours en amont, il est toujours provisoire. Un patient zéro est toujours provisoire. Et là, on est remonté très en amont pour le sida, puisqu'on est arrivé à pratiquement, avec presque une certitude absolue, bon, on ne peut pas dire ça en science, mais de façon assez certaine, aux années 1920, dans le Congo, ça semble être un virus simien, donc un virus de singe, qui serait passé à l'homme par une blessure, puisque la contamination du sida est essentiellement sanguine, donc il serait passé là. Donc on en est là pour l'instant, mais si les moyens nous le permettent, on remontera peut-être
plus haut au moment du franchissement de la barrière de l'espèce, donc entre singes et humains. Alors, dans votre livre, vous faites un certain nombre de portraits de patients zéro qui sont tout à fait passionnants. Il y en a un en particulier, c'est celui d'Henri-Gustave Molaison. On va le voir derrière moi. C'est un garçon qui a eu un accident de vélo quand il avait 27 ans. Il a été opéré et du jour où il est opéré, il perd totalement la mémoire. Alors, non pas la mémoire de ce qui lui était arrivé avant, c'est 27 ans avant son accident de vélo, ça il s'en souvient très bien, mais il ne va plus jamais se souvenir de nouveaux souvenirs. Et vous parlez de Brenda Milner qui l'a étudié pendant 30 ans, tous les jours, elle arrivait pour voir Henri-Gustave Molaison, et tous les jours, il lui disait « Bonjour madame », comme s'il ne l'avait jamais vu. Et ça m'a forcément rappelé un film, Amour et amnésie, avec Adam Sandler, qui est une comédie où une jeune fille souffre en fait de la même maladie, et elle ne se souvient de rien, il doit la reséduire tous les matins. Et je croyais que c'était une fantaisie, pas du tout, ça existait. Alors le cas de Hachem, on l'appelait le patient Hachem, qui était un patient adorable qui s'est soumis à toutes les investigations de ses médecins. Donc effectivement, mais lui c'est encore un cas un peu particulier puisqu'il a été opéré parce qu'il avait une épilepsie donc, et il a été opéré et le chirurgien à cette époque, la neurochirurgie était un peu débutante et très barbare. On lui enlevait tout ce qu'on appelle l'hypothalamus, l'hippocampe, on enlevait des zones considérables. Et cette opération, j'allais dire, a servi de test clinique pour voir où se trouvaient les zones de la mémoire, en fait, de la mémoire antérograde. Donc, en fait, ce patient, grâce à lui, on a pu trouver déterminer différents types de mémoire. Et effectivement, lui, il avait des troubles très particuliers, puisque comme vous l'avez dit, il se souvenait, il avait les vieux souvenirs, mais il ne pouvait pas en enregistrer un seul nouveau. Voilà. Hein. Donc, on sait qu'il faut l'hypothalamus pour enregistrer de nouveaux souvenirs. En fait, on connaît l'hippocampe du cerveau, qu'on voit juste derrière moi. Voilà. Et c'est là où on voit bien, votre livre, c'est vraiment une histoire de la médecine inversée. Hein. On s'intéresse d'abord aux malades, qui a permis aux médecins de faire la découverte. Absolument. De toute façon, c'est un livre que j'ai voulu faire pour montrer comment se crée une science, et notamment la science clinique. Et la science clinique, elle est très complexe. On bâtit une science à partir du cas de personnes. Et souvent, on ne connaît pas tout ce qu'il y a derrière le cas clinique, c'est-à-dire toute l'anatomie, la physiologie, et on la découvre très souvent à ce moment-là. Donc là, on a découvert effectivement un peu la neurophysiologie de la mémoire grâce à 2 ou 3 patients célèbres. Il y en a d'autres que lui, mais celui-là a été le premier, et puis j'allais dire le plus spectaculaire, puisque c'était au départ une très grosse erreur médicale, chirurgicale en fait. Hein. Alors spectaculaire également le cas d'Henrietta Lacks, devenue Henrietta Pleasant par son mariage. Elle est morte à 31 ans d'un cancer, mais elle a connu une forme d'immortalité. On la voit là, Henrietta, grâce à ses cellules. Hein. C'est-à-dire que on est 70 ans après qu'elle soit morte. La masse de ces cellules représente plusieurs tonnes aujourd'hui, réparties dans le monde entier. Ces cellules sont très particulières, elles prolifèrent à une vitesse et avec une vigueur extraordinaire, et on les étudie quasiment dans tous les laboratoires. Henrietta est devenue très célèbre, il y a des plaques à son nom, sa tombe est constamment fleurie. On lui doit beaucoup à Henrietta Lacks ? Bien sûr, alors c'est pareil, c'est un cas assez extraordinaire. Elle avait un cancer du col de l'utérus qui, est un cancer relativement, peu grave globalement, généralement, et le sien a été foudroyant. En fait, ça a été un cancer foudroyant, très rapide. Je ne sais pas si elle est morte en 3 ou 6 mois après le diagnostic. Donc ça, c'était rare. On a donc prélevé ces cellules sans que la famille le sache, sans que son mari le sache, et on a cultivé ces cellules. Et surprise, des cellules in vitro, donc cultivées in vitro, la plupart des cellules humaines ou animales cultivées in vitro meurent après les chaînes, donc les lignées cellulaires meurent après quelques semaines ou mois, et elles ne sont jamais mortes. On a trouvé des cellules immortelles, effectivement. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que les médias ont titré, on a trouvé le gène de l'immortalité à ce moment-là, alors que c'était précisément des cellules qui avaient tué leurs patients. Donc, c'était plutôt le gène de la mortalité très rapide. Et donc, ces cellules ont été cultivées, utilisées, vendues. Elles ont été utilisées pour des expériences, pour des vaccinations, notamment le vaccin anti-polio. Elles sont allées dans l'espace, la NASA les a envoyées dans l'espace. Et puis, beaucoup plus tard,
la famille s'est rendue compte que cette cellule, c'était les cellules de leur mère, de leur grand-mère. Donc il y a eu quelques histoires. Bon, vous connaissez aux États-Unis, c'est toujours compliqué, il y a toujours des procès à la clé. Et finalement, maintenant, cette dame est reconnue et sa famille participe à une fondation. Et les cellules d'Henrietta Lacks sont en effet toujours vivantes, cultivées en usine maintenant, c'est pas seulement en laboratoire, et utilisées pour beaucoup d'expériences, puisque rares sont les cellules immortelles. Alors, il y a le cas d'Auguste Detter. Auguste Detter, c'est une femme au début du XXe siècle. Elle a une maladie que son médecin va appeler la maladie de l'oubli. Et son médecin, il s'appelle Alois Alzheimer. Et en fait, c'est la première malade d'Alzheimer. C'est là où on se dit que pour un médecin, c'est un sacré coup de bol. Il est là, il est dans un centre à Francfort, il reçoit cette femme. Si le mari de cette femme avait amené sa femme de 51 ans à l'époque, dans un autre hôpital, on ne l'appellerait pas la maladie d'Alzheimer, mais la maladie de celui qui l'aurait reçue. C'est là où on voit l'intérêt. Mais il nous reste très peu de temps. Il faudrait qu'on termine, non pas avec Auguste Detter, mais avec Mary Mallon. Alors, Mary Mallon, elle est quand même fantastique. On va la voir apparaître. Cette femme, on est en 1900 à New York. Elle se fait engager comme cuisinière dans une famille aisée de Manhattan. Pas de chance, toute la famille attrape la fièvre typhoïde, elle perd son travail, elle en cherche un autre, elle devient lingère, elle se fait engager dans une autre famille, très aisée, elle aussi, à Manhattan. Pas de chance, la famille tombe malade, elle aussi, la fièvre typhoïde. Et il va falloir attendre un certain temps pour qu'un épidémiologiste ait l'idée d'aller voir Mary Mallon et de lui dire « Dites-moi, vous n'auriez pas la typhoïde par hasard ?» Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit non, évidemment, puisqu'elle se porte très bien. Voilà. Alors, ce cas est doublement intéressant, surtout en ce moment, parce que c'est la première fois qu'on a pu faire la preuve qu'il existait des patients porteurs de bacilles ou de virus dangereux et sans avoir le moindre symptôme. Le grand Koch, le grand infectiologue allemand, donc celui du bacille de Koch, avait dit il est possible que ces graves maladies que l'on craint, la tuberculose, le choléra, la typhoïde, soient portées sans aucun symptôme par des patients, mais il n'en avait pas la preuve. Et grâce à Mary Mallon, on en a eu la preuve. Alors ça, c'est très intéressant, surtout en ce moment. Ce qu'on appelle le porteur sain. Voilà, les porteurs sains, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour toutes les maladies, mais la première vraiment connue cliniquement, repérée cliniquement, ça a été Mary Mallon pour la typhoïde, qui est une maladie très grave, comme vous le savez, beaucoup plus grave que celle que l'on vit actuellement. Son histoire est encore plus particulière, vous la racontez en détail, c'est qu'après qu'on lui fait faire des examens, elle s'en va, elle change de nom, elle continue de transmettre la typhoïde, elle va quand même donner la typhoïde à 51 personnes, en tout cas celles qu'on a retrouvées, et en tuer 3, la pauvre, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui, toute sa vie, va transmettre la typhoïde à tous les gens qu'elle approche? Eh bien, on va la condamner à perpétuité au confinement. Et là aussi, on est dans l'actualité. Elle n'aura plus jamais le droit de sortir de l'institut et les journalistes qui viendront la voir se tiendront loin d'elle avec l'interdiction absolue d'accepter de sa part quoi que ce soit, ni un verre d'eau, ni une poignée de main. Voilà, ça a été un premier cas médico-légal où on a finalement enfermé un patient, une patiente qui n'avait rien fait de grave, rien d'illégal, et on l'a enfermée pour des raisons... Et qui n'était pas du tout malade, ça qui est intéressant. Elle est morte, j'allais dire presque, elle est morte d'une autre maladie, d'un problème vasculaire cérébral, et elle avait toujours le bacille de la typhoïde dans sa vésicule, qui n'avait jamais donné le moindre symptôme. C'est amusant, surtout pour une maladie. Et qui était toujours bien vivant en elle. Et qui était une bonne vivante, voilà, bien en chair, une Irlandaise solide et bien en chair. Merci Luc Perrineau, Patient Zéro, histoires inversées de la médecine. C'est édité par La Découverte et c'est un livre passionnant. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.